Très bien, c'est ce qu'on me demande. Hop là. Et on est du coup là-dedans. Et il n'y a pas besoin de le payer tout de suite, je crois. Quand on a besoin du tableau, je voudrais bien qu'il se lance. Voilà. Ok. Donc, on va laisser l'algèbre binaire de côté pour le moment. Et on va se faire de la place pour complément d'analyse. Alors, si je me rappelle bien, la dernière fois, on avait commencé à parler du théorème d'inversion locale. On avait donné à son idée générale, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec le théorème d'inversion locale. On avait donné un peu l'heuristique de comment la preuve allait marcher, pourquoi c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir avoir un C indiféo local, c'était que la différentielle en un point, au point qui nous intéresse, soit inversible, soit une application linéaire inversible. Plus précisément, soit un isomorphisme, c'est-à-dire qu'il faut aussi que son inverse soit continu. Et on avait rappelé le théorème qui va être l'ingrédient principal de la preuve, à savoir le théorème du point fixe. Et il me semble qu'on s'était arrêté là, c'est bien ça? Oui. Et du coup, la suite des événements, ça va être de démontrer le théorème d'inversion locale. À moins que vous ayez des questions avant qu'on commence. Donc, a priori, le programme aujourd'hui, si toutefois ma tablette veut bien démarrer. Madame, j'ai une question. Oui. En fait, ça veut dire quoi s'il y a un des attendez, je vais regarder ça. Je suis désolé. J'ai oublié. Alors attends, je t'entends assez mal, le micro crachote pas mal. Madame, Oui. oui, du coup, je voulais poser une question. C'est quoi on a dit dans le cours que, enfin, je vais citer F est localement un C1 diomorphisme. En fait, ça veut dire quoi? Localement, un C1 diomorphisme, en fait, ça veut dire qu'il est défini sur une. Alors, Sur, est-ce que tu vois ce que ça veut dire un C1 difféomorphisme tout court? oui. Ok. Alors, dire que F est localement un C1 difféomorphisme, les propriétés locales, c'est les propriétés qui se passent au voisinage d'un point. Donc, dire que F est un C1 difféomorphisme au voisinage de x0, ou dire que F est un C1 difféomorphisme local au voisinage de x0, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas forcément sur U tout entier, c'est pas forcément sur l'ensemble de définitions de F tout entier que c'est vrai, mais il existe un voisinage de x0, peut-être tout petit, peut-être que c'est une toute petite boule autour de x0, qu'on va appeler V. Donc il existe un voisinage de x0, un voisinage de f de x0, et entre ces deux ouverts, entre V et W, f est une application C1 bijective dont la réciproque est également de classe C1. Donc c'est un C1 difféomorphisme, pas sur U tout entier, pas sur son ensemble de définitions en entier, mais si on se restreint à un tout petit voisinage de x0, alors c'est un C1 difféomorphisme. C'est ça qui dit. C'est ça que c'est être un C1 difféo, pardon, au voisinage de x0. Et si on peut faire ça au voisinage de chaque point x0 dans U, si ça marche pour n'importe quel x0 dans U, dans ce cas-là, on dit f est un C1 difféo local en tout point. Ça veut dire que f, c'est toujours pas un C1 difféo en général, comme on va le voir, c'est pas parce qu'on est un C1 difféo local en tout point qu'on est un C1 difféo tout court. Mais par contre, on pourra dire que c'est un C1 difféo local au voisinage de chacun des points. Bah, en gros, ça veut dire que la fonction, il est définie sur cette voisinage. C'est un Bah, peu ça. allez, la fonction f, si tu regardes l'énoncé du théorème d'inversion locale, c'est pas. Où il est?
Il est là. Il sera là prochainement. Si tu regardes l'énoncé du théorème d'inversion locale, ça se passe dans le cas d'une fonction qui est définie sur un ouvert U. Donc la fonction, elle n'est pas définie que sur V. La fonction, elle est définie, si tu fais un dessin comme ça, la fonction, elle est définie sur un ouvert U, mais pour qu'elle soit bijective et avec son inverse, qui est une fonction C1, il faut qu'on se restreigne à un petit voisinage de x0. Donc f, elle est définie sur U, mais on la restreint à V pour obtenir un C1 difféo. Ah, ok, il est restreint au voisinage. On peut dire C'est comme ça. ça. Alors, f, elle est définie sur U, mais si on la restreint au voisinage V, alors là, c'est un C1 difféomorphisme. Ok, madame, merci beaucoup, j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, madame. J'écoute. Si la fonction, c'est un difféomorphisme en tout point de l'espace de départ, est-ce qu'elle est forcément surjective? Non, mais après, ça pourrait être un C1 difféo sur son image. Mais en fait, on peut avoir Ok. ça et qu'elle soit ni injective ni surjective. On va voir des exemples justement dans les exercices qu'on va probablement traiter tout à l'heure pour ceux qui sont dans le TD1. Et on verra qu'en fait, c'est possible d'avoir une fonction qui est un C1 difféo au voisinage de tout point. Éventuellement, elle peut même être surjective et néanmoins, ce ne sera pas un C1 difféo global, ce ne sera pas un C1 difféo en général. Ok. Donc, on verra comment c'est possible. En fait, c'est quand la fonction n'est pas injective. Et ensuite, on verra le théorème d'inversion globale qui nous dit qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute comme hypothèse pour avoir un C1 difféo tout court. Et en fait, il faut rajouter l'injectivité. Ok. Et dans ce cas-là, f est un C1 difféo sur son image. Mais ça, c'est l'étape d'après. Pas d'autres questions? Ouais, donc en fait, ça, on va en parler à l'exercice 2 de la feuille de TD1. On va voir un exemple de C1 difféo local au voisinage de chaque point, mais qui ne va pas être un C1 difféo global. Avant que j'oublie, donc là, vous voyez, on commence par la partie calcul du programme, mais on m'a dit que ça ne vous serait pas inutile, éventuellement pour le cours de statistique, d'avoir un truc qui fait un peu le pont entre la théorie de la mesure et les probabilités stats. Du coup, je suis en train de vous taper quelque chose comme ça. Alors, j'espérais l'avoir fini pour aujourd'hui, mais j'ai pas fini. Du coup, faites-moi penser à ça. Il faudra que je vous l'envoie rapidement quand il sera fini. Je vais essayer de penser à mettre ça sur le pays bientôt. Donc voilà, j'espère que ça peut vous servir. J'ai cru comprendre que des fois, la transition entre la façon dont M. Blo présente la théorie de la mesure au premier semestre, pour ceux qui ont eu ce cours-là, et la façon dont Mme Lockerbach en parle en statistique, c'est pas forcément tout à fait le même vocabulaire ou tout à fait la même façon de tourner les choses et que ça peut. On m'a déjà dit que ça pouvait poser problème et du coup, je vais essayer de, comme on est censé aider Merci un peu à beaucoup, cette madame. transition-là, voilà. Ok, voilà, je voulais juste dire ça. J'ai essayé de le finir pour aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais je vais essayer de le finir dans la fin de la semaine, selon le degré de pénibilité des conditions de travail. Et et j'essaierai de vous envoyer ça très vite pour que vous l'ayez pour le début du cours de stats. Ok. Et du coup, aujourd'hui, le plan, c'est de démontrer tout ou partie du théorème d'inversion locale. Donc, commençons par rappeler l'énoncé. Donc, théorème d'inversion locale. On vient de le remettre, mais comme ça, on l'aura sous la main. Qu'est-ce qu'on va montrer en fait?
Donc, on a une fonction définie sur un ouvert U inclus dans un espace vectoriel normé E à valeur dans un autre espace vectoriel normé F à C1 sur U. Et on a un point x0 dans U tel que l'application linéaire df de x0 c'est une application linéaire inversible. Et ce qu'on doit montrer, alors attends, mieux que ça, il faut que ce soit un isomorphisme linéaire. La différence, c'est que du coup, il faut aussi que l'inverse soit continu. Il ne suffit pas que l'inverse existe. OK. Et du coup, on suppose ça, et ce qu'on doit montrer, c'est qu'il existe un voisinage V de x0 dans U W a un voisinage de f de x0, donc ça se passe dans grand F, tel que si je me restreins à ces deux ouverts, F devient un C1 difféomorphisme. Donc F, elle réalise une bijection de V Entre- sur W, entre V et W. Exactement. F elle va réaliser une bijection entre V et W. Cette bijection, du coup, va avoir un inverse, f-1, et f-1 va être une fonction C. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ça? Donc, ce qu'on veut montrer, en fait, c'est que si Y est proche, en quelque sorte, de Y0, Y0, c'est le nom que je vais donner à f de x0, alors il va exister un unique x proche de x0. À nouveau, il va falloir qu'on dise comment proche. Tel que f de x, ça soit égal à y. Autrement dit, on peut résoudre l'équation f de x égale y, en y égale f-1 de x, et il va falloir que l'application qui a y associe cet unique x, que je vais appeler xy, c'est le deuxième truc qu'on va devoir montrer, l'application qui a y associe cette solution, il faut que ça, ce soit une application C1. C'est ça les trucs qu'on doit montrer. C'est quoi le plan de bataille? Alors, on s'est fait spoiler le plan de bataille la dernière fois et on se fait respoiler un coup là. On va commencer par se ramener à un problème de point fixe. On va transformer l'équation f de x égale y en une équation du type x égale machin de x. Donc, on se ramène à un problème de point fixe. C'est-à-dire, on va définir une application phi y qui va être définie sur U à valeur dans E, tel que
y égale f de x, si et seulement si x est un point fixe de phi y, autrement dit, si et seulement si phi y de x, ça fait x. Donc, il faut qu'on trouve une application phi y qui fait ça. Après, on va vouloir du coup montrer que phi y a bel et bien un point fixe unique au voisinage de x0. Du coup, on va vouloir appliquer le théorème du point fixe de Picard à phi y. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on montre du coup? Si vous vous rappelez du théorème de point fixe de Picard, alors on a fait une supposition supplémentaire ici dont je n'ai pas parlé. E, c'est un espace de Banach, sinon ce ne serait pas la peine de se poser des questions. Le théorème du point fixe, il marche que dans les espaces complets. Donc il va falloir qu'on trouve un fermé B inclus dans U tel que phi de y de B, phi y de B, pardon, ce soit inclus dans B. Donc phi y, elle va de B dans B, qui fait qu'on peut l'appliquer plusieurs fois de suite en restant dans B. Et phi y est contractante sur B. Donc phi y restreinte à B de B dans B, elle doit être contractante. Si on fait ça, on sera dans les conditions d'application du point fixe de Picard. Le point fixe de Picard nous dira, ouais, il y a des chances, hein. B, c'est un fermé qui s'appelle B, en fait, ça va être une boule fermée avec un tout petit rayon epsilon autour de x0. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra appliquer le théorème du point fixe à phi y du coup. Ça nous dira que phi y a un unique point fixe. Et du coup, l'étape 3, donc, on note, comment on note? G de Y, l'unique point fixe de phi Y. Donc ça dépend du Y, hein, évidemment. Et du coup, il va falloir montrer que G de Y, bah, c'est la bijection réciproque de F et qu'elle est C1. Donc il va falloir qu'on montre que F rongé, c'est l'identité de W. On n'a pas encore trouvé W, mais ça va être ça. G rond F, ça va être l'application identité sur V, qui va être l'intérieur de B. Et on va montrer que G est C1 en plusieurs étapes. On va commencer par montrer qu'elle est continue. Puis on va montrer, ou plutôt on va ne pas montrer parce que c'est assez dur, qu'elle est différenciable. Et finalement, on va montrer qu'elle est C1, que l'application qui a Y associe DG de Y est continue. C'est ça le plan. Si on a fait ça, on a montré qu'il existe un voisinage de x0 sur lequel f est inversible. Son inverse, ça va être g.
Et cet inverse, G est C1, autrement dit, F va être un C1 difféo au voisinage de x0. Et ça, c'est notre plan de bataille. Alors, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Comment est-ce qu'on va se ramener déjà à un problème de point fixe? Donc, on essaye de résoudre f de x égale y. Et il faut qu'on trouve une application phi y telle que x est solution si c'est seulement si x est point fixe de phi y. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, Samuel, tu proposes, on prend phi égale f de x plus x moins y. Donc, une proposition, ce serait x plus f de x, oui, f de x plus x, c'est pareil, moins y. Alors, pourquoi? Parce que si on fait ça, du coup, phi y de x égale x, si et seulement si f de x moins y égale 0, si et seulement si f de x égale y. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Ça a l'air raisonnable à tout le monde? Personne ne crie. On va pas faire ça. Pourquoi qu'on va pas faire ça? Comment je vais m'y prendre, à votre avis, pour montrer que phi y, elle est contractante, pardon. Oui, plus le mot. Comment je vais m'y prendre pour montrer qu'elle est contractante phi y? Parce que je ne sais pas grand-chose sur f. Si je, enfin, et du coup, je vais probablement pas savoir grand-chose sur phi y, et il va quand même falloir que je montre qu'elle est contractante. Est-ce qu'on a un outil de calcul diff qui nous aide à montrer que des applications sont contractantes? Égalité de la moyenne, non? Le théorème des accroissements finis ou inégalité de la moyenne, comme vous préférez. Exactement. Et quand est-ce que ça marche, ça? Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour utiliser ça pour montrer que phi y est contractante? Il faudrait que je calcule la norme d'application linéaire de d phi y de x et que ce soit majoré par 1. Un truc comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qu'il faudrait que je fasse du coup, c'est que je calcule d phi y de x, la norme d'application linéaire, et que ce soit strict majoré par un truc k qui est plus petit que 1. Si je fais ça, le théorème des accroissements finis me dira pour tout x1, x2, phi de x1 moins phi de x2, phi y de x1 moins phi y de x2 en norme, ce sera plus petit que k fois norme de x1 moins x2. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est bien ça que dit le théorème des accroissements finis dans ce cas-là? Faudrait mettre un truc devant le F, là, non? Du coup.
Alors, pourquoi du coup? Parce que là, il va se passer quoi si je fais défi y de x? Bah là, on aura, là, on a identité. À gauche, là, le x, c'est identité. Donc, ça va être, ouais, ça va être identité plus différentiel de f de x moins l'identité. Donc, ça fait un différentiel. Non, 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 parce que le y, attention, ici, Ah on oui, pardon. différencie par rapport Ouais, à x, donc le y, c'est une constante, donc en fait, ouais, quand c'est je une constante. différencie, Ça fait il 0. meurt. Ouais, la différentielle d'une constante, c'est 0. Ouais, donc, ça fait id plus défi de x. Plus df de x. Ouais. df de x, pardon. Mais ça, la norme d'application linéaire de ça n'a pas de raison d'être petit. Ouais. Hmm. On peut pas multiplier f de x par une sorte de vecteur unitaire, mais plus petit que le vecteur Alors, on ne peut unitaire, pas par exemple. multiplier par des vecteurs, ça c'est certain. Enfin, non, mais par exemple, ouais, non, ça ne marchera pas. Alors, un truc qu'on pourrait faire, en fait, là, ce que je vais faire, ça ne change rien au raisonnement, mais je vais mettre plutôt moins f de x moins y plutôt que plus ici. Remarquez que ça ne change rien parce que même si je fais ça, phi y de x égale x, bah, les x se simplifient, ça doit faire 0, et ça marche pareil. Donc c'est exactement le même raisonnement, c'est juste que là j'ai un moins. Alors c'est pas mieux, hein, parce que ça ne veut pas dire que la norme d'application linéaire de défi y, ça va être 1, la norme d'application linéaire de l'identité, moins la norme de df de x, et du coup ça va être plus petit que 1 ou quelque chose comme ça ne marche pas bien sûr. Vous savez, la norme de truc moins machin, c'est pas la norme de truc moins la norme de machin, et c'est pas majoré par la norme de truc moins la norme de machin. Donc c'est pas le moins qui est magique ici, hein, c'est juste parce que ça va aider avec mon explication. Maintenant, je sais pas si df de x, en gros là mon problème c'est que je sais pas si df de x c'est proche de l'identité. Alors il y aurait un cas qui serait complètement exagéré, c'est si df de x était inversible. Dans ce cas-là, je fais ça. Imaginons que j'arrive à me débrouiller pour avoir ça. Bah, du coup, là, ça fait identité moins identité, ça fait carrément 0. Donc, c'est peut-être même un peu trop proche de. Peut-être même un peu trop contractant, là. Alors, évidemment, je ne peux pas faire ça, parce que je ne sais pas si df de x est inversible, déjà. Euh, Et puis, je vais avoir du mal à trouver, en fait, une application qui fait ça. Par contre, je sais que df de x0, c'est inversible. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes d'accord? Et d'un autre côté, je sais que f, elle est C1. Ça veut dire quoi, C1? Ça veut dire que l'application qui a x associe df de x, elle est continue. Du coup, si je prends x proche de x0, bah, df de x, ça va être proche de df de x0. C'est ça la continuité. Et du coup, df de x rond df de x0 moins 1, ça va être proche de l'identité du coup, puisque df de x, c'est pas loin de df de x0 dans l'idée, en gros. Et du coup, si je fais ça, défi y de x, ça va peut-être pas être 0, mais ça va être pas très grand. Quand x est très proche de x0, et quand x égale x0, ça fait carrément 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que si j'arrivais à avoir ça, ça aurait plus de chances d'être contractant? Je suis pas sûre que je vois de quelle définition tu parles, Samuel. Et df de x0, elle est continue. Du coup, on applique la définition Ah avec bah, un on va epsilon. appliquer toute notre définition à tout un tas de trucs, mais j'essaie déjà de savoir si là, dans l'idée, vous trouvez pas ça trop déconnant. Ah non, le x0, il est fixé par le théorème. Le x0, c'est le point tel que df de x0. Tu te rappelles, on travaille au voisinage d'un point x0. Ça, c'est dans l'énoncé du théorème Mathéo. C'est x0, c'est l'énoncé qui nous dit tu as un point x0, il est fixé, il est là, et df de x0, c'est un isomorphisme. Et tout va se passer, tout ce qu'on essaye de montrer, ça se passe au voisinage de x0. Donc non, on ne le choisit pas. Il est donné par l'énoncé.
x, bah, a priori, on cherche un x qui est proche de x0. Donc, ça ne nous dérange pas de nous restreindre à un voisinage de x0, puisque de toute façon, à la fin, tout se passe au voisinage de x0. Donc, c'est le x qui est proche de x0, c'est pas le x0 qu'on choisit proche de x. Et du coup, comment je pourrais faire ça? Bah, df de x0, c'est une application linéaire fixe, du coup, puisqu'on vient de dire le x0, il ne bouge pas. Du coup, pour obtenir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout composer ici avec df de x0 moins 1. df de x0 moins 1, c'est une application linéaire continue. Je l'applique à f de x moins y. Et si je fais ça, la différentielle de phi y, alors c'est pas tout à fait ça, mais quasiment, c'est juste que du coup, je vais avoir identité moins la différentielle de df de x0 en f de x moins y, sauf que la différentielle de f de x0 moins 1, comme c'est une application linéaire, c'est elle-même, composée avec la différentielle de f de x moins y, qui est égale à la différentielle de f en x, comme on a dit tout à l'heure. Et si je fais ça, j'ai pas tout à fait le truc que j'ai écrit. À la place, j'ai juste ça. Mais vous serez d'accord que si vous avez compris l'idée juste avant, là, c'est la même. Donc, on peut remontrer cette partie-là sur la différentielle de phi y un peu plus proprement si vous n'êtes pas sûr, mais ça va être ça l'idée. C'est que du coup, si x est proche de x0, comme f est C1, c'est pour ça qu'on a besoin que f soit C1, df de x est proche de df de x0, et du coup, df de x0 moins 1 df de x, c'est proche de l'identité. Avec des guillemets autour de proche à chaque fois, parce que je n'ai pas tout à fait dit ce que je voulais dire par là. Juste, madame, Ouais, vous pouvez expliquer ce que ça veut dire df de x est proche de df de x0? bah, ça veut dire que la norme de df de x moins df de x0 est petite. D'accord. Mais de toute façon, tout ça, on va le faire proprement après, hein. C'est juste pour avoir une idée de l'idée. Ok, merci. Une seconde, j'arrête tout de suite. Ok, alors, j'ai un autre argument. Est-ce que vous avez entendu parler de la méthode de Newton pour résoudre des équations? Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de la méthode de Newton-Raphson pour résoudre des équations ce sera en méthode numérique que vous l'auriez vu. Et je suis presque sûr qu'on m'a demandé de corriger des exos dessus. Il y a effectivement une dérivée dedans, Hugo. Vous n'avez pas vu ça en méthode numérique, du coup? Quasiment. Pas tout à fait, mais quasiment. Parce que du coup, la méthode de Newton, je ne sais pas comment on l'appelle, monsieur. Comment il s'appelle? Ah, je sais que vous le faites, mais peut-être que vous ne l'avez pas appelé méthode de Newton. On l'appelle méthode de Raphson des fois aussi.
C'est une méthode qui permet notamment de trouver des très bonnes approximations de racine de 2, par exemple, qui convergent à l'ordre 2, tout ça. Pour résoudre f de x égale a, où f, c'est une fonction de R dans R. Et du coup, on s'intéresse à la suite. Xn plus 1 égale Xn moins f de Xn moins a sur f' de Xn. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et l'idée, c'est que la suite Xn, elle converge vers la solution de f de x égale a. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou pas du tout? Parce que si ça vous rappelle rien, l'explication va pas aider. Alors, Samuel, j'ai bien compris que c'était bon. Ouais, ok. Vous avez vu ce truc-là? Et du coup, l'idée, là, c'est que, en fait, la suite, elle va converger et elle converge vers un point fixe de la fonction phi de x. C'est normal, c'est parce qu'en fait, tu l'as peut-être vu pour résoudre f de x égale 0. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de a. Mais en fait, là, c'est pareil. C'est juste que regarder la fonction, tu fais f de x moins a égale 0. Et du coup, bah, f de xn, ça devient f de xn moins a. C'est la même chose. Ça, on peut l'écrire xn plus 1 égale phi de xn. Phi de x, du coup, c'est la fonction x moins f de x moins a sur f'. Du coup, phi de x, c'est x moins... Et puis ça, on peut le réécrire f' de x moins 1 fois f de x moins 1. Est-ce que vous commencez à me voir venir? Et du coup, en quelque sorte, l'idée, c'est qu'on utilise le théorème du point fixe et la suite, elle va converger vers le point fixe de phi. Peut-être que vous ne l'avez pas présenté comme ça l'année dernière, mais finalement, cette méthode, c'est ça qu'elle fait. Et du coup, pour une fonction, si on voulait faire pareil pour une fonction de E dans F, entre deux espaces vectoriels normés, bah, à la place de f', on aurait la différentielle. Et du coup, on poserait phi de x égale x moins df de x moins 1 fois f de x moins 1. Et en gros, là, c'est ça qu'on fait. C'est juste que on ne sait pas si df de x est inversible. On n'est vraiment pas sûr de ça. Donc, on va bidouiller un peu. On va se dire que si on n'est pas trop loin de x, df de x, c'est quasiment df de x0. Et donc là, au lieu de mettre df de x, on peut mettre df de x0. Et c'est ça qu'on fait. Donc, une autre façon de justifier ce choix de phi y, c'est que ça ressemble vachement à la méthode de Newton, et la méthode de Newton, ça converge vachement bien. Donc, bref. Dans tous les cas, donc tout ça, c'est la raison pour laquelle on choisit phi de y. Mais si vous regardez dans un bouquin, ils vont juste vous dire, on pose phi y, c'est la fonction qui est définie sur U, et qui à x associe x moins df de x0 moins 1 de f de x moins y. F de x moins y, est-ce qu'on a le droit de faire ça déjà? Est-ce que tout ça est bien défini? Est-ce que tout ça est bien autorisé, propre et tamponné? Ça, du coup, f de x moins y, c'est un vecteur de grand F.
df de x0, c'est une application linéaire de E dans F, donc son inverse. C'est une application linéaire continue de F dans E. Donc tout ça, ça appartient à E. Et là, X, il appartient à U qui appartient à E. Donc tout ce bazar, c'est la soustraction de deux vecteurs de E, ça appartient à E. Et on Madame, avait bien le droit de faire ça. Oui, la différentielle, l'inverse de la différentielle de x0 appliquée à f de x moins y. tout à fait, ouais. Ok. Comme je disais, on peut faire ça parce que f de x moins y, c'est un vecteur de grand F et df de x0 moins 1, elle est justement définie sur le grand F. Alors, du coup, si je fais ça, est-ce que vous êtes d'accord que si... Alors déjà, est-ce que c'est vrai que les points fixes de phi, ce sont bien les solutions de f de x égale y? Bah oui, parce que si on pose, ouais, voilà. Alors du coup, ça nous dit, là, il faut faire un petit peu attention quand même. Ça nous dit que du coup, ça c'est pareil que x moins df de x0 moins 1 f de x moins y égale x, et les x se simplifient, ça nous dit, ça c'est équivalent à df de x0 moins 1 f de x moins y égale 0. Est-ce que du coup, forcément, f de x moins y égale 0? Oui, parce qu'en fait, f de x moins y appartient à Kerr du coup, de l'application linéaire, sauf qu'elle est inversible, donc Kerr est réduit au vecteur nul. Exactement, tout à fait. Tout à fait. J'ai rien à ajouter. Donc ça, c'est une application linéaire inversible. De toute façon, c'est un inverse, donc elle a intérêt à être inversible. Et du coup, son noyau, c'est le vecteur nul. Or là, notre équation, elle nous dit justement que f de x moins y, ça appartient au noyau de df de x0 moins 1. Donc forcément, f de x moins y, c'est le vecteur nul de f. Donc on a f de x égale y. Donc cette fonction-là, si on arrive à trouver des points fixes, si on arrive à trouver un unique point fixe, ça nous donnera une unique solution de f de x égale y comme on souhaite. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a dit que on aimerait montrer du coup que phi y pardon, est contractante si on ne se place pas trop loin de x0. Et pour ça, on a dit on aimerait utiliser le théorème des accroissements finis. Est-ce qu'on est sûr du coup que phi y est différenciable? Est-ce que c'est clair ça? Bah, phi y, c'est finalement c'est l'identité de U, moins la composée de df de x0 moins 1, qui est une application linéaire, avec l'application f moins y. Et y ici joue le rôle d'une constante. Or,
Ça et ça, c'est des applications linéaires continues. Donc, c'est différenciable. Et f, elle est C1, donc en particulier, elle est différenciable. Et ça, c'est une constante, donc c'est aussi différenciable. Et maintenant, qu'est-ce que c'est sa différentielle? La différentielle de identité en n'importe quel point x, vu que x, c'est une application linéaire, identité, c'est une application linéaire, donc pour tout x dans U, la différentielle de l'application identité de U en x, bah, c'est elle-même, c'est l'application identité de E. Du coup. Et la différentielle de ceci, là, au point f de x moins y, si on essaye d'appliquer le théorème de composition, bah, ça va être df de x0 moins 1. La différentielle d'une application linéaire L en tout point, c'est L. Et la différentielle de l'application f moins y en x, bah, c'est df de x. Et du coup, d'après Madame, les formules... Ouais. est-ce que vous pouvez répéter vite fait là, en dessous d'I2, IDE, identité, c'est D de df de x0 moins 1, f de x moins y, ça fait D de f de x0 moins 1. T'as raison, j'ai été un peu vite là-dessus. Du coup, celle-là, comme c'est une application linéaire et que x0 est fixé, je peux l'appeler L, ça bouge pas, c'est donné. Ouais. Ouais, Et du coup, phi y, elle est différenciable parce que c'est la somme et la composée d'applications différenciables. oui. Et d phi y, je vais écrire ici, j'aurai plus de place, mais je reprends de là. D phi y, d'après la formule de composition en un point x, alors déjà, ça va être la somme de la différentielle de identité de U au point x, moins la différentielle de tout ce bazar-là au point x. Oui. Et ça, c'est une composée. Donc, ça va être la différentielle de L Ah, ok, oui. au point f de x moins y, Rond composée des... avec Ouais, la différentielle de f moins y au point x. ok. Et ça donne quoi? Bah, ça, c'est identité de E, l'application linéaire identité, moins, on a dit dl de f de x moins y, c'est L, composé avec df moins y de x, sauf que y, c'est une constante. Donc, on ajoute y, ça ne change rien quand on différencie, ça se simplifie. Et ça nous fait df de x. Et L, on n'a pas oublié qui c'était. L, c'est df de x0 moins 1. Donc ça, c'est identité de E moins df de x0 moins 1 composé avec df de x.
Est-ce que ça va? Ou est-ce qu'il y a des questions? Vous, là, c'est un peu technique. C'est du calcul diff de haut vol. Mais finalement, ça n'utilise rien que vous ayez jamais utilisé. C'est la formule de composition des différentiels. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que là, on a fait dl de f de x moins y rond du coup df de x. Donc ça fait L rond df de x, c'est juste ça. Parce que Ah, d, ça, ouais. d de f, Est-ce que tu es d'accord avec ce truc-là? oui, oui. Oui, bah Bah oui, voilà, parce que constante. Ça fait c'est df de x moins exactement, voilà. Bah voilà, d tu de l'as. yx. Ok. Tu l'as. Non, c'est juste le d de f de x0 moins puissance moins 1, quand vous l'avez remplacé par L, ça m'a un peu. Oh ouais, non, c'était un peu brutal. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû l'appeler L. Comme quoi, donner des noms au truc. Mais est-ce que maintenant, ça va mieux pour tout le monde? Madame, Oui, est-ce que vous allez mettre les tableaux sur l'épi? oui, oui, oui. D'ailleurs, si j'oublie, il faudra absolument que vous m'y fassiez penser parce qu'il y a des gens qui sont pas là. Donc, je vais mettre l'enregistrement. J'enregistre, hein. Oui, ça a l'air. Euh, Donc, je vais mettre l'enregistrement et je vais mettre le tableau. Et si jamais j'oublie, vous m'y faites penser, d'accord? Ok, merci. Bien sûr, pas de problème. C'est un peu l'avantage des séances en ligne. Ok. Est-ce que jusqu'ici, on est d'accord? Personne ne crie, donc on continue. Maintenant, je prétends que non seulement phi y est différenciable, mais en plus, elle est C1 sur U. Autrement dit, je dis que l'application qui a X associe tout ce bazar-là, c'est un truc continu. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, parce qu'on prend la norme là et on peut majorer. Alors attention, il ne s'agit pas de montrer que c'est une application linéaire continue. Ah, juste continue. Ah oui, bah Non, oui, parce que c'est. non, c'est la différence entre C1 et différenciable. On ne s'intéresse pas à l'application linéaire défi y de x, on s'intéresse à l'application qui a x associe défi y de x. Donc, c'est l'application qui va de U dans L de E, E, Ah dans oui, L. oui, oui, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que celle-là est continue? Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que l'application qui a un x dans U associe identité Ouais, moins. on prend la norme des applications linéaires, on prend un H dans F et on peut majorer. Enfin, on peut. Alors attention, parce que là, ce qu'il faudrait que je fasse, non, c'est pas ça. Parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas la continuité de l'application linéaire L de E F. Ça, je sais déjà. Je sais déjà parce que c'est une somme et une composée d'applications linéaires continues. Oui, c'est DF, c'est ça. C'est celle-là. Ouais, mais du coup, pour ça, pour montrer celle-là, elle n'est pas linéaire par contre. L'application qui a X dans Ah U oui. Ah oui, associe c'est ça, vrai. elle n'est pas linéaire. Donc, je ne peux pas prendre un H et. Ce que je suis On en peut, train de dire, c'est on peut. que celle-là, si je fais défi Y de X1, si je choisis un X1 dans U, défi Y de X moins défi Y de X1, je dis que ça va être petit. Mais là, on peut pas appliquer la norme des LEF sur Il les va sur ces bien normes. falloir, de toute façon, pardon, ça Bah, c'est. Ça vit dans L. Alors, pardon, je me suis trompée, ça vit dans L de E tout court, ça.
Mais du coup, c'est là qu'on prend un H dans E et on regarde, on va essayer de majorer. Alors, je prétends qu'on n'a pas besoin. Ou on montre qu'elle est lipschitzienne. J'ai pas besoin qu'elle soit Lipschitzienne, Ah. j'ai juste besoin qu'elle soit petite. Donc, idéalement, c'est ça qu'il faudrait que je calcule. Et pour montrer que phi y est C1, il faut que je montre que quand x est proche de x1, ça, c'est enfin, ça tend vers 0, en gros, quand x tend vers x1. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça l'idée? Là, ce qu'on voit, c'est que identité, ça se simplifie, en fait. Et du coup, il reste df de x0 moins 1 rond df de x, 1. Ah pardon, je te dis des bêtises, effectivement, elle va être Lipschitzienne. Mais on n'avait pas besoin qu'elle le soit, on avait juste besoin de majorer ça par un module de continuité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusqu'ici? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que phi y, pour qu'elle soit C1, il faut que ce truc-là tende vers 0 quand x tend vers x1? C'est là que je me rends compte pourquoi je déteste les séances en ligne, parce que, en fait, comme je ne vous vois pas, je ne peux pas savoir s'il y a des froncements de sourcils ou des airs consternés ou si tout le monde est en train de s'endormir parce que je suis 10 fois trop lente. Ah, c'est horrible. Maintenant, df de x0 moins 1, elle est linéaire. Donc df de x0 moins 1 de truc moins df de x0 moins 1 de machin, ça fait df de x0 moins 1 de truc moins machin. Attention, là, c'est pas juste une propriété des composés, hein, c'est parce que df de x0 est linéaire. Du coup, si je fais... Je vais l'écrire à côté, ce sera plus clair. Il y a des df partout, on ne voit rien. Donc ça, c'est vrai parce que df de x0 moins 1 est linéaire. Et en aparté, pourquoi ça marche? L, si j'ai une application linéaire, L de... comment je vais les appeler? L de A de X moins L de A de X1, c'est égal à L de... Ou plutôt, L de A de X moins L de B de X, c'est égal à L de A de X moins B de X. Du coup,
si j'ai une application linéaire, L rond A moins L rond B, c'est égal à L rond A moins B. Si j'ai une application linéaire, L de A rond L de B, où A et B, c'est d'autres fonctions, comme ici df de x et df de x1, ce sont des fonctions, des applications linéaires. Mais on s'en fout qu'elles soient linéaires, celle-là pour le coup. Si j'ai n'importe quelle fonction A de x et B de x, L rond A moins L rond B, c'est L rond A moins B du moment que L est linéaire. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc, en fait, je suis désolée, Samuel, tu avais raison, ça va être Lipschitzien, tout ce bazar. Parce que maintenant, j'ai la propriété des normes d'application linéaire qui me dit que ça, c'est plus petit que df de x0 moins 1. Ah non, c'est pas Lipschitzien, autant pour moi. Fois df de x1 moins df de x. Mais maintenant, je sais que f, elle est C1. Donc, quand x tend vers x1, df de x tend vers df de x1. Donc, tout ça, là, ça tend vers 0 quand x tend vers x1. Ça, c'est parce que f est C1. Donc, dφ y de x moins dφ y de x1, ça tend vers 0 quand x tend vers x1. Et ça, c'est la même chose que de dire que phi y est continu en x1. Et c'est vrai pour n'importe quel x1 dans U. Donc là, c'était la preuve. Hop là. C'était la preuve du fait que phi y soit C1. Donc, on a réussi à trouver une fonction différentiable, C1, telle que les points fixes de phi y, ce sont les solutions de notre problème. Est-ce que jusqu'ici tout va bien ou est-ce qu'il y a des questions? De nouveau, c'est pas évident, mais je pense que ça nous... Disons, l'intérêt, c'est pas juste de démontrer le TIL, c'est que ça nous permet de voir quelle est la différence entre une application différenciable, une application C1, comment on détermine si ces propriétés sont vérifiées pour une fonction abstraite. C'est un peu ça que j'essaye d'illustrer à travers cette preuve, plutôt que pas juste la preuve, quoi. Non, mais elle est pas lipschitzienne, là? Non, parce que l'application, elle serait lipschitzienne. Une application, je suis à court de nom, une application G, elle est lipschitzienne si G de x moins G de x1, G de x1 moins G de x2 est borné par une constante, oui. soit la norme de Ouais. x1 moins x2. Mais Ouais. là, dφ y de x moins dφ y de x1, on ne l'a pas borné par une constante fois norme de x fois norme moins x1. Je croyais Ouais. aussi à un moment, je me suis dit, bah, du coup, elle est lipschitzienne parce que je peux faire ça, là. Sauf que non, parce que là, je ne me retrouve pas avec norme de x moins norme de x1. Et Ouais. ce truc-là, je ne peux pas non plus le majorer par une constante fois norme de x fois norme de x1. Parce que là c'est l'application qui a x associe
df de x que je regarde, et c'est pas l'application linéaire df de x. Ouais, tout à fait. Voilà. Du coup, non, en fait, finalement, c'était pas Lipschitz. Je me suis demandé à un moment si je t'avais dit non alors que si, mais en fait, non, en fait, j'avais raison, c'était pas Lipschitz en fait. C'est pas évident pourquoi c'est pas Lipschitz, mais ça ne l'est pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors peut-être ça va comme ci, comme ça. Dans ce cas-là, je vous invite à reprendre soit l'enregistrement, je vous mettrai le poly aussi avec la preuve à peu près bien écrite, euh, et le tableau et tout ça. Donc normalement, si vous avez besoin de reprendre des choses, vous pourrez les reprendre si besoin. Mais je pense que c'est une preuve qu'il est intéressant de comprendre. Ok, maintenant, on a trouvé notre application phi y à laquelle on va vouloir appliquer le théorème du point fixe. Et ben, il va falloir que le théorème du point fixe soit applicable pour que ça fonctionne. Donc, ça nous met à l'étape 2. Donc, il faut qu'on puisse appliquer le théorème du point fixe à phi y. Alors, pas forcément sur U tout entier, mais il faut qu'on puisse faire ça quand y est proche de y0. Donc, on va montrer que quand la norme de y moins y0 est suffisamment petite, le théorème du point fixe va s'appliquer à phi y. Évidemment, proche de Excuse-moi, il y a quelqu'un qui a parlé, mais je n'ai pas bien entendu. là, c'est dans une petite ville autour de Clermont, c'est ça. Alors, j'ai juste entendu petite boule, je suis désolée, ça marche vraiment mal. Et là, on va montrer que il y a un boule avec un petit peu quelques signes mais quelques signes. Je suis désolée, j'entends vraiment pas beaucoup. Ouais, je vais écrire un peu. Ah bah là, c'est un peu revenu. Ah. Il va aussi falloir que x soit assez proche de x0, pardon. Du coup, là, on va essayer de trouver une petite boule, c'est ça, pour faire les gens, une boule fermée. Oui, ça va être une boule fermée. Forcément, de toute façon, à chaque fois, on dit des voisinages, des trucs et des machins, mais comme on ne sait pas quelle est la tête de E, les seuls trucs dont on est sûr que ce soit des voisinages, c'est les boules ouvertes. Et les trucs qui sont des voisinages fermés, c'est des boules fermées. Donc bon, on n'a pas trop le choix. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va appliquer le... Donc, il va falloir que phi de y... Il va falloir qu'on trouve un B fermé, tel que si y de B, ce soit inclus dans B. Et il va falloir que phi y de B dans B donc ça va être un voisinage de x0, tel que phi y de B dans B soit contractante. Et on avait dit pour ça, on va appliquer le théorème des accroissements finis. Alors, il y a un truc qu'on va remarquer, c'est que qu'est-ce que ça fait si je calcule
déφi y de x0. Donc, on a dit déφi y de x, c'est identité de E moins df de x0 moins 1 composé avec df de x. Du coup, ça fait quoi si je prends x égale x0? C'est quelle application linéaire déφi y de x0? C'est l'identité. Non. Si je remplace x par x0 ici, tout ça, ça ne va pas me faire identité. 0. C'est 0. C'est l'application linéaire nulle. C'est l'endomorphisme nul dans E. Mais on a dit que x, on a dit que phi y, elle était C1. Du coup, l'application qui a x associe déφi y de x, elle est continue. Là, si on pose la définition, on peut trouver un problème La définition de quoi? de la continuité du. Ah oui, bah oui, de toute façon, oui. Oui, c'est sûr. Bah oui, c'est ça qu'on va utiliser. Du coup, cette application-là, elle est continue. Ce que ça veut dire, c'est que l'idée, il y a la définition et tout, les epsilon et les delta, mais l'idée, c'est que du coup, si x est proche de x0, déφi y de x, ça va être proche de 0. C'est un peu le truc qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a choisi phi y comme ça aussi. Alors, comme tu dis, Samuel, si j'utilise la définition, ça me dit qu'il existe un delta supérieur à 0, ou plutôt je vais l'appeler R. Il existe un R supérieur à 0, tel que si x est proche de x0, c'est-à-dire si la distance entre x et x0 dans E est plus petite que R, alors la différence entre df de x, déφi y de x et déφi y de x0 en norme d'application linéaire, ça va être plus petit que 1,5. Et on peut le faire avec des inégalités de large. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Effectivement, on peut le voir comme l'application de la définition de la continuité de lui, là, avec epsilon égale 1,5, et ça nous dit il existe un delta, tel que si x moins x0 est plus petit que delta, truc de x moins truc de x0 est plus petit que epsilon. Et ça, on a dit, c'est l'application linéaire nulle. Autrement dit, pour tout x dans la boule fermée de centre x0 et de rayon R, déφi y de x en norme d'application linéaire, c'est plus petit que 1,5. Ouais, Ah, donc ça y est, là. ça y C'est est là, ortho. parce que du coup, d'après le théorème des accroissements finis, si je prends x1 et x2 dans cette boule fermée, qui est un convexe, Et du coup, par le, si. attends une seconde, je l'écris et après on le fait. Par le théorème des accroissements finis, pour tout x1 et x2 dans cette boule fermée,
y de x1 moins phi y de x2, vous vous rappelez, c'est plus petit, donc ça c'est la norme dans E, c'est plus petit que le max pour t dans le segment entre x1 et x2. Je ne vais pas l'appeler t parce que ce n'est pas un réel, je vais l'appeler x. De la norme de défi y de x soit norme de x1 moins x2. C'est ça qui dit le taf. Et on a dit, cette norme-là, pour tout x dans la boule, c'est plus petit que 1,5. Donc le max aussi est plus petit que 1,5. Le max sur le segment, c'est plus petit que 1,5. Donc on obtient ça. Donc phi y, elle est contractante. Ouais, on aurait pu, à la limite, si tu n'es pas sûr de toi, tu choisis ta fraction 1 sur machin préféré avec un grand machin et tu appliques avec epsilon égale 1 sur machin. On a pris 1,5, mais on aurait pu prendre un tiers, un quart, 1 sur 3500. Tu prends surtout pas pi carré sur 6 parce que. Ah, si pi carré sur 6, non, il faut que ce soit plus petit que 1 quand même. Hein. Pi carré sur. Ah oui, pardon, pi carré sur 456. Ok, là je veux bien. Là je suis d'accord. Pi carré sur 456, j'y crois. Mais quel intérêt, quoi, c'est même pas une belle somme. On prend ce qu'on veut du moment que c'est plus petit que 1. Et tu as dû remarquer, jusqu'ici, à chaque fois qu'on a besoin d'un truc plus petit que 1, on prend bien large, on prend 1,5. Moi non plus, moi j'aime pas prendre des risques. Après, des fois, on est obligé. Ça se trouve, après, on va se retrouver à devoir sommer des trucs. Et il va falloir que des phi y, ce soit pas trop petit, mais pas trop grand. Donc, il va falloir... Des fois, il y a des trade-offs comme ça. Et du coup, la question, c'est est-ce que les trade-offs sont négociables? Est-ce que ça peut quand même rester plus petit que 1? Donc, des fois, on ne peut pas prendre brutalement 1,5. Mais là, on peut, donc on s'en prive pas. Là, on peut même prendre beaucoup plus petit que 1,5 si on veut. Alors, on a fini, sauf qu'on n'a pas fini. Il faut qu'on montre que si j'appelle ce truc-là B, phi y de B reste inclus dans B. Sinon, mon point fixe, il ne s'applique pas. Donc là, il nous reste quand même un truc à vérifier. Pour appliquer le théorème du point fixe, il nous reste à montrer que... Parce que vous avez remarqué, jusqu'ici, on n'a pas vu le Y quand même. Il nous reste à montrer que si Y est proche de x0, c'est là qu'on va en avoir besoin. Ça ne se voit pas encore, hein, je le mets juste comme spoiler, mais il va falloir que Y soit proche de x0, Y0, pour qu'on soit sûr que phi Y de B reste inclus dans B. Attention à ne pas oublier cette hypothèse facile à zapper du théorème du point fixe. Il faut qu'on reste dans le même ensemble parce qu'on veut appliquer phi Y plein de fois de suite pour que ça donne une suite définie par récurrence qui converge vers le point fixe. Donc du coup, il faut qu'on prenne un X dans B. Est-ce que, ou plutôt à quelles conditions, phi Y de X appartient à B? Alors, phi Y de X, pour qu'il appartienne à B, il faut que phi Y
de x moins x0 en norme, ce soit plus petit que R. Alors, il va falloir que j'arrive à majorer ça par R. Plus c'est petit, plus je suis contente. Il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est que phi y, Madame, oui, concernant l'application du théorème de la moyenne, Monsieur Penquin, il avait dit dans un ouvert, mais comme là on est sur l'adhérence, ça marche toujours, c'est pour ça ouais, il n'y a pas de qu'on a le problème. droit de le faire. En fait, C'est le parce truc, c'est que qu'il faut qu'on soit dans un ouvert pour pouvoir calculer la différentielle. Mais là, en fait, tout se passe dans l'ouvert U. En x1, x2, même s'ils sont sur le bord, l'application, elle est différenciable. En fait, si tu te rappelles, M. Penka, il avait dit soit F une application différenciable sur un ouvert convexe. C'est parce que la différenciabilité, ça marche sur des ouverts, et le taf, ça marche sur des convexes, parce qu'il faut qu'on puisse prendre le segment ici. ah ok. Donc Bah, si du coup, c'est là, comme tout se passe dans U, non seulement, en fait, phi y, elle est différenciable non seulement sur B bar, enfin sur B de x0 R, mais sur le bord, c'est pas un problème la différenciabilité, parce qu'en fait, le bord, c'est aussi des points de U. ouais. Mais du coup là si j'avais pris par exemple, je sais pas moi, pas la boule fermée, mais un autre fermé, n'importe quel fermé, ça Bah, aurait si c'est marché un quoi. fermé qui est inclus dans U, si c'est Ouais. un fermé qui est inclus dans U, bah, du coup, les points du bord, ils sont inclus dans le fermé qui est inclus dans U, il n'y a pas de souci. Les points du bord de la boule, non. Si ton fermé, il est inclus dans U, les points du bord de ton fermé sont inclus dans le fermé, donc ils sont dans U. Et pourquoi les points du bord? Bah, comment ça? C'est le problème, non? Ah La oui, oui, c'est différence vrai, entre un ouais. ouvert et un fermé, c'est le bord. Ouais, c'est le bord, ouais. C'est ça la différence. En gros, quoi, une vache près, la différence entre un ouvert et un fermé, c'est le bord. Ouais. Dans l'idée. Ok, donc on aimerait majorer ça. Ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je raconte? Ce qu'on va faire, c'est que ce truc-là, on va le splitter en deux, d'une façon qui va nous permettre d'utiliser la Lipschitzianité de phi y. On va le splitter en phi y de x moins phi y de x0. On va pouvoir majorer par Lipschitzianité de phi y, plus un autre terme où il y aura que du x0, donc phi y de x0 moins x0. Alors, celui-là, le premier, on sait que par 1/2 Lipschitzianité de phi y, c'est plus petit que 1/2 de x moins x0 dans E. Tout ça, c'est des normes dans E. Et maintenant, l'autre, il faut le calculer. Ça fait quoi phi y de x0 moins x0? Phi y de x0 moins x0. Phi y de x0, ça nous fait x0 moins df de x0 moins 1 de f de x0 moins y. Moins x0, ça nous fait, du coup, les x0 vont se simplifier. Il ne va plus rester que le bout avec la différence. Ah, ça, c'est pas vrai. Je n'aime pas l'interface. Toc, pardon. Il me reste moins df de x0 moins 1. Et on a dit f de x0, c'est lui qu'on a appelé y0, justement. Et peut-être là, vous commencez à voir pourquoi il faut que y soit proche de y0. Parce que du coup, tout ça, je vais pouvoir le majorer par la norme d'application linéaire de df de x0
moins 1 fois la norme de y0 moins y. df de x0 moins 1, c'est une application linéaire continue. Ok, mais maintenant, du coup, si je prends, et qui plus est aussi, ça, c'est non nul, puisque l'application est invertible. Et de toute façon, même si c'était nul, ce sera encore mieux, parce que ce sera encore plus petit. Du coup, si je prends y0 moins y suffisamment petit, il existe delta supérieur à 0, tel que si y0 moins y est inférieur à delta, alors tout ça, ça va être inférieur à R sur 2. Il suffit de prendre delta égale R sur 2 df de x0, 1 sur df de x0 moins 1. Mais comme c'est chiant à écrire, on va juste l'appeler delta. Ok, je peux l'écrire, ça va être plus clair. Pardon. Du coup, excusez-moi, si y moins y0, c'est plus petit que R sur 2 fois 1 sur la norme d'application linéaire de df de x0 moins 1, alors ce qu'on obtient au total, c'est que tout ça, la phi y de x moins x0, c'est plus petit que 1 demi de x moins x0, qui est plus petit que R, parce que x est dans la boule, plus tout ce bazar-là qui va être plus petit que R sur 2 aussi. Donc phi y de x moins x0, c'est plus petit que R sur 2 plus R sur 2. Et autrement dit, phi y de x appartient bien à B. Si, tu as raison, Mathéo, c'est une inégalité, elle a même un nom, c'est l'inégalité triangulaire. Très juste, autant pour moi. Là, c'était déjà une inégalité. Pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux entre est-ce que d'abord je décompose le vecteur et après je fais l'inégalité triangulaire. Finalement, je fais les deux en même temps. Mais oui, c'est une inégalité. Pardon. Et du coup, là, on va pouvoir appliquer le théorème du point fixe à phi y. Et ça va nous dire que si y est dans la boule de centre y0 et de rayon cette horreur, là, que je vais appeler delta quand même, parce que c'est quand même vraiment moche. Hop là, lui, on va l'appeler delta. Donc le bilan de tout ceci, c'est que si y moins y0 est plus petit que delta, phi y admet un unique point fixe dans B, qu'on va appeler G de y. Et la prochaine fois, il ne nous restera plus qu'à montrer que l'application G est C1.
si Y appartient à la boule de centre Y0 et de rayon delta, si Y admet un unique point fixe, X étoile, mais qui dépend de Y, donc je vais l'appeler G de Y. Dans B, qui est l'autre nom de la boule fermée de centre X0 et de rayon R. Ouf! Reste à montrer que, étape 3, f rongé égale identité de grand F, G rond F égale identité de grand E, et G et C1. Donc c'est l'étape 3, c'est la régularité de G. On ne le fera pas en entier, c'est moins important que le reste. Parce que là, franchement, on a quasiment toute l'idée. En fait, on a trouvé la bijection réciproque et il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'elle est bien C1. Alors, elle est dure, mais ce que j'espère que j'ai réussi à vous montrer, je suis d'accord, hein, si on l'a fait en speedrun, elle vous passe dessus comme un train. J'espère quand même que, même si elle n'est pas facile, vous voyez à peu près les grandes étapes, même si le ligne à ligne, c'est un peu chaud. J'espère que ce que j'espère vraiment réussir à vous montrer, c'est pourquoi c'est pas complètement déconnant comme façon d'aborder le problème, pourquoi il y a des étapes et qu'elles sont à peu près naturelles. Malheureusement, sur la fin, j'ai dû accélérer un peu parce qu'on est quand même déjà 10 minutes en retard. Est-ce que j'ai à peu près réussi à vous convaincre que cette preuve, elle fonctionne et